Alors, donc, je m'appelle Marc Zaffran, ça c'est mon vrai nom, j'ai été médecin généraliste pendant 25 ans, dans la Sarthe, à côté de chez Alain. J'ai travaillé comme lui dans un centre d'interruption de grossesse où j'ai énormément appris, non seulement sur les femmes, mais aussi, par exemple, et en particulier sur les douleurs des femmes. Et je suis aussi écrivain sous le pseudonyme de Martin Winkler. Vous tapez Martin Winkler dans Google, vous trouverez mes livres. Comme vous toutes ici, je pense, je suis une soignante, et comme certaines d'entre vous, je suis une écrivante. J'aime soigner et j'aime les mots, ceux que j'entends, ceux que j'écris, ceux que je lis. J'utilise le féminin générique parce que la majorité des professionnels de santé sont des femmes et qu'il n'y a aucune raison qu'on utilise seulement le masculin ou seulement le masculin générique. Donc vous m'entendrez beaucoup utiliser le féminin générique dans mon petit topo et c'est comme ça que j'écris sur les réseaux sociaux, sur mes blogs. J'aime beaucoup les mots et en arrivant ici, quand j'ai lu le programme, j'ai fait une constatation assez surprenante. Il y a des mots que je n'ai pas trouvés dans le programme. J'ai cherché sur le programme avec vous savez, la recherche qu'on a dans les logiciels. Je n'ai pas trouvé le mot empathie, je n'ai pas trouvé le mot bienveillance, je n'ai pas trouvé le mot écoute, je n'ai pas trouvé le terme souci de l'autre, je n'ai pas trouvé le terme solidarité. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été prononcés pendant les rencontres, bien entendu. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont été prononcés entre les rencontres et pendant les discussions. Mais j'ai trouvé singulier que dans les titres des interventions, il n'y ait pas ça. Et le mot « relation » n'apparaît que dans notre intitulé. Ces mots-là ne sont pas vides de sens, ni inappropriés à ce qui nous rassemble ici. Ce ne sont pas des mots sans intérêt. Alors pourquoi sont-ils absents des titres des communications ? Est-ce parce que nous sommes dans un congrès scientifique ? Qui est-ce qui disait « La sagesse ne peut pas entrer dans un esprit méchant, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Quelqu'un sait ? C'était un Français, François Rabelais, qui était médecin, qui était écrivain, qui était prêtre aussi, mais un prêtre défroqué. C'est très important. Alors, j'ai décidé qu'à l'issue de ce congrès scientifique, j'allais vous parler de conscience. Je ne prétends pas ici vous apprendre quoi que ce soit. Je vais plutôt vous inviter, très modestement, à mettre en perspective tout ce que vous savez déjà, puis tout ce que vous allez apprendre par votre formation permanente. Je fais la même chose qu'Alain, c'est-à-dire je vais vous prendre le terme conscience et je vais vous le prendre dans au moins 3 acceptions, 3 dimensions. La première dimension est cognitive. Je pense, je sais que je pense, je sais que je sais ce que je pense, et je peux en faire usage sciemment. C'est ce qui me permet de me dire conscient. Je suis encore plus conscient si j'admets, si je sais que je suis porteur de mécanismes inconscients. La deuxième dimension du mot conscience, elle est éthique. C'est celle de la conscience morale et on y reviendra un peu plus tard. La troisième dimension est une dimension réflexive et critique. C'est ce qui va me permettre d'examiner mes comportements, mes actions et leurs conséquences. Alors parlons d'abord de cognition. On peut, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre, Alain et moi, on peut, en première approximation, dire que la douleur est une émotion. C'est une émotion puissante. Elle nous est si familière que nous n'avons même pas besoin de stimulus extérieur pour la ressentir. Vous avez tous eu la gorge serrée ou mal au ventre en pensant, par exemple, qu'une personne proche ne vous avait pas donné de nouvelles depuis longtemps ou parce qu'elle vous annonçait qu'elle avait une maladie grave ou une catastrophe. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de voir un film qui montre des tortures pour avoir mal au ventre. Vous pouvez vous faire mal au ventre toute seule. Pour les soignantes, la douleur, ce n'est pas un symptôme comme les autres. Si j'entends un patient tousser, ça ne me fait pas tousser. Bon, des fois, quand il se gratte, ça me donne envie de me gratter, mais ce n'est pas la majorité des symptômes comme ça. Si un patient me dit qu'il a le vertige, je ne vais pas avoir le vertige. Mais si je le vois se tordre de douleur, très souvent, je vais avoir mal.
Surtout si c'est quelqu'un qui m'est proche ou si c'est quelqu'un pour qui j'ai un certain attachement. En fait, comme le rire ou le bâillement, l'expression de la douleur est contagieuse. Elle nous angoisse, elle nous agite, elle nous paralyse et parfois, donc, elle nous fait mal. Enfin, tout dépend de la catégorie professionnelle à laquelle nous appartenons. Quand j'étais en fac de médecine, je disais pour caricaturer qu'il y avait 3 catégories de médecins. Les grands pervers, qui deviennent patrons en général. En tout cas, c'était comme ça il y a 40 ans, ça a dû changer un peu depuis, peut-être. Il y avait les mutants, c'est-à-dire les gens qui étaient des soignants naturels. Ils avaient tout le temps envie de faire en sorte que les autres aillent bien. Et puis il y avait les gens qui étaient entre les deux, c'est-à-dire qu'ils étaient probablement de très bons soignants potentiels, mais comme ils étaient maltraités par les pervers, ils devenaient phobiques et ça les empêchait un peu d'exercer. Alors, je pars du principe qu'ici, il n'y a pas de pervers, parce que ça ne les intéresse pas de soigner, et que vous faites partie d'une ou l'autre des 2 autres possibilités, peut-être même des 2, parce qu'on peut être une naturelle et phobique. La douleur, c'est comme la soif ou la faim, on ne peut pas la réfuter. Si quelqu'un vous dit « j'ai faim », vous ne pouvez pas dire « ah non, c'est pas vrai ». En principe, si quelqu'un vous dit « j'ai mal », vous ne pouvez pas lui dire « ah non, c'est pas vrai ». Et pourtant, il nous arrive de ne pas la voir, de ne pas l'entendre, de nier sa réalité, de la réfuter. La meilleure preuve, c'est que la douleur n'est pas suffisamment soignée. Malgré tous les efforts des gens qui s'occupent de la douleur, vous savez très bien qu'énormément de gens ne sont pas soulagés de leur douleur, même quand il s'agit de douleurs simples à soulager. Je parle de la douleur aiguë et parfois de douleurs chroniques pour lesquelles il y a des traitements. Alors, nous savons beaucoup de choses, nous pouvons apprendre beaucoup de choses que nous ne savons pas et nous pouvons les utiliser pour soulager. Mais alors, qu'est-ce qui nous empêche de croire à la douleur de l'autre, de l'appréhender et de la soulager comme nous le devrions? Il y a beaucoup de choses. Alain en a cité certaines. Il y a les préjugés, les biais de perception que nous avons vis-à-vis de l'âge, du genre, de la façon de s'habiller, de parler, du fait qu'il s'agit de quelqu'un qui a de l'argent ou de quelqu'un qui semble plutôt démuni, du fait que ce soit quelqu'un qui parle notre langue et qui en parle une autre. Mais il y a aussi des biais comme le sexisme, la transphobie, la grossophobie, l'homophobie. Je ne vais pas vous apprendre que les femmes voient leur douleur sous-estimée, sous-diagnostiquée et sous-traitée. Ce sont des choses qui ont été démontrées dans toutes les populations et dans tous les pays. Il y a aussi la crainte d'être aspiré par la douleur de l'autre. La douleur de l'autre, quand on essaye de la soulager, ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Et on a toujours peur d'être englouti par cette demande, surtout quand on est un professionnel de la douleur ou une professionnelle de la douleur, parce qu'on voit des gens qui souffrent les uns après les autres. Comparativement à être médecin généraliste, c'est moins fatigant parce qu'il y a des gens qui ne souffrent pas. Enfin, pas trop. Il y a aussi la peur de se sentir impuissante ou mise en échec. J'essaye tout ce que je peux pour soulager cette personne, et puis elle continue à souffrir. Qu'est-ce que ça dit sur moi en tant que soignante? Il y a la peur de se sentir manipulé. Ça naît du fait qu'en France, il y a un différentiel de statut entre les professionnels de santé et surtout les médecins et les personnes qui ne sont pas professionnels de santé. Les professionnels de santé sont, surtout les médecins, sont formés dans l'idée qu'ils sont un peu supérieurs au reste du monde et qui font une faveur aux gens en leur donnant des traitements et en répondant à leurs demandes. Alors évidemment, si les gens continuent à demander, ça veut dire qu'ils doivent abuser de nous. Vous voyez à quel point ça peut être une manière culturelle, mais tordue, de faire face aux personnes qui nous demandent des soins. Il y a aussi la manière dont nous avons été formés. Je me souviens d'un gastro-entérologue qui m'avait dit qu'il avait fait des colonoscopies il faisait des colonoscopies depuis 20 ans, et il lui avait fallu 10 ans avant de penser que peut-être il pourrait les faire sous neurolepte analgésie. Avant, il les faisait à vif. Alors je lui dis, mais comment se fait-il qu'il vous a fallu 10 ans pour penser à ça? Il me dit, mais je me suis posé la question, et la seule réponse que j'ai trouvée, c'est parce que j'avais appris à faire comme ça.
J'ai moi-même vécu quelque chose de cet ordre, c'est quand je me suis mis à faire de la gynécologie courante et j'ai appris la plupart de ma gynécologie courante en centre de planification, je commençais à poser des stérilés. Et j'étais effaré de savoir, parce que j'avais appris le protocole de pose des stérilés, et j'étais effaré de voir que toutes les femmes, quand on leur posait une pince de Pau-Dix sur le col, elles sautaient au plafond, tellement elles avaient mal. Je l'ai fait 3 fois, et au bout de 3 fois, j'ai dit non, je ne peux plus faire ça. Alors j'avais 2 choix, ou bien j'arrêtais de poser des stérilés, mais c'est embêtant parce que les femmes en avaient besoin, ou bien je cherchais une autre manière de poser les stérilés. Donc j'ai commencé à poser des stérilés sans Pau-Dix, ou quand véritablement j'avais besoin d'une Pau-Dix, en faisant une anesthésie locale. Depuis, il y a beaucoup de gens qui ont appris à poser des stérilés sans Pau-Dix, mais il y a même des vidéos sur YouTube qui vous apprennent à poser des stérilés sans Pau-Dix, donc sans faire mal. Et aussi sans rentrer le tuyau d'insertion du stérilet jusqu'au fond, comme on nous avait dit de le faire. Alors qu'il suffit de le poser au bout du col et de pousser le stérilet à l'intérieur du tube pour que ça rentre, pour que ça ne fasse pas mal, et que les femmes se lèvent en disant « ça y est, c'est fini ». Il y a aussi, ce qui nous empêche de soigner la douleur ou de la prévenir, la manière dont nous avons été déformés, incités à nous tenir à distance de nos émotions. Autrement dit, à barricader notre empathie. Je vais y revenir aussi. Il y a l'idée catholique, apostolique et romaine, selon laquelle la douleur est utile, voire rédemptrice. J'ai de la chance, moi je suis juif, ça ne marche pas avec moi. Je ne considère jamais que la douleur est utile ou rédemptrice. La douleur, c'est quelque chose qui entrave la liberté de l'autre, donc il m'a toujours paru logique de la soulager. Et les protestants sont pareils, et c'est pour ça que dans les pays anglo-saxons, on est beaucoup plus, comment dirais-je, on soulage beaucoup plus facilement. Hein. Les Anglais ont commencé à donner de la morphine aux cancéreux à la fin des années 40. En France, il a fallu attendre les années 80 à la revue Prescrire pour qu'une équipe dont je faisais partie publie les premiers articles comment dirais-je, dirigés vers les médecins généralistes et d'ailleurs les médecins de toutes les professions, pour leur expliquer comment donner de la morphine aux cancéreux. Il n'y avait pas d'article pour le grand public soignant avant ça. On avait donc 40 ans de retard sur les Anglais. Il y a encore quelque chose qui nous handicape, c'est l'idée assez trouble que certaines personnes méritent leur douleur, tandis que d'autres, non. Et nous avons une certaine propension à compatir plutôt avec les gens qui nous sont sympathiques, puis un peu moins, donc peut-être à moins bien les soigner, avec les gens qui ne nous le sont pas. C'est-à-dire que, fondamentalement, un certain nombre d'entre nous, inconsciemment, de façon involontaire, mais parce que ça nous a été un peu inculqué comme ça dans nos études, et parce que c'est la pensée ambiante, un certain nombre d'entre nous, en particulier un certain nombre de médecins, et en particulier la première catégorie dont je vous avais parlé tout à l'heure, ont tendance à se prendre pour Dieu. Vous connaissez la différence entre Dieu et un médecin? Dieu ne se prend pas pour un médecin. Même si nous ne sommes pas sadiques ou pervers, pourquoi nous taisons-nous quand d'autres professionnels ne soulagent pas correctement les personnes soignées, négligent la douleur ou même la provoquent délibérément? Ces professionnels maltraitantes, pourquoi ne les dénonçons-nous pas? De qui sommes-nous solidaires quand nous nous taisons? Qu'est-ce que ça dit de nous? Ce qui nous amène à la dimension éthique. Nous aspirons à être de bonnes professionnelles et de bonnes soignantes. Mais qu'est-ce qu'être bon? Qu'est-ce qu'agir de manière éthique, entre guillemets? Pour simplifier, il y a 3 formes d'éthique. Il y a l'éthique de la vertu. L'éthique de la vertu, c'est mes actes sont bons parce que je suis vertueuse ou vertueux, parce que je suis le ou la meilleure. C'est ce que pensent les sociopathes, hein, les pervers dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont souvent une personnalité qu'on peut qualifier de narcissique. Il n'y a qu'eux qui existent. Mais il ne suffit pas d'être vertueux pour être bon, ni même d'avoir un titre de médecin. Hein. Si le simple fait d'être médecin conférait des vertus morales, il n'y aura pas de médecins qui violent, et qui abusent de leurs patients ou de leurs patientes, et il n'y aurait pas eu de médecins nazis. La deuxième éthique, c'est l'éthique déontologique. Mes actes sont bons parce que je me plie aux règles. Mais de quelles règles s'agit-il? Qui les a définies? Et quand je ne me plie pas aux règles, ou quand je décide qu'une règle, la confraternité par exemple, vaut mieux qu'une autre,
le soutien et le respect des personnes soignées? Est-ce que j'agis de manière conforme à l'éthique déontologique? Dans le code de déontologie des médecins français, les obligations envers les patients viennent avant les obligations confraternelles. Donc, en toute bonne logique, les unes devraient passer avant les autres. Et donc, ça amène à poser cette question, pour laquelle nous pouvons répondre individuellement, mais seulement individuellement en notre fort intérieur. À quelle éthique est-ce que je me réfère quand je soigne? En ce qui me concerne, ça fait longtemps que j'ai choisi, je me réfère à une éthique qui est une éthique conséquentialiste. Mes actes sont bons parce que leurs effets et conséquences sont bonnes. Et qui dit que leurs effets et conséquences sont bonnes? C'est pas moi, c'est la personne que je soigne. C'est un changement de paradigme radical, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis les règles, ce n'est pas parce que je fais les protocoles, ce n'est pas parce que je fais ce qu'on m'a appris de faire que je sais que je suis une bonne soignante. C'est parce que la personne qui est en face de moi me dit « je sens que je vais mieux, je sens que j'ai été soigné ». La troisième dimension de la conscience, c'est la dimension réflexive pragmatique. L'éthique conséquentialiste nous incite à penser, encore une fois, aux conséquences de nos actes. Quand j'étais médecin généraliste dans les années 80, comment dirais-je, à 20 km au nord du Mans, un jour, le pharmacien m'appelle en me disant « Docteur, je voulais vous dire, j'ai eu une visite du contrôleur de la sécurité sociale qui m'a demandé à voir vos... » Enfin, vous savez, ils font la liste des médicaments que vous prescrivez, et il m'a dit le docteur Zafran, il prescrit vraiment beaucoup de morphine par rapport à ses confrères du canton. Alors j'ai dit, bah oui, effectivement, il en prescrit beaucoup plus que les autres. Il a plus de cancéreux? Non, il a à peu près le même nombre de cancéreux que les autres. Mais alors pourquoi est-ce qu'il prescrit autant de morphine? Est-ce qu'il la garde pour lui? Et alors le pharmacien s'est mis à rigoler, il a dit non, je suis sûr qu'il ne la garde pas pour lui, parce que c'est moi qui la délivre aux patients. Et en plus, il prend toujours le soin de laisser les ampoules bien en évidence pour qu'on ne se trompe pas dans le compte. Donc, déjà dans les années 80, je prescrivais beaucoup de morphine. À l'époque, c'était de la morphine injectable ou que je prescrivais de façon buvable parce qu'il n'y avait pas de comprimé. Mais la morphine, c'est un grand médicament, mais ce n'était pas suffisant. Face à la personne qui souffre, soigner la douleur, ce n'est pas seulement une question de possibilité thérapeutique, c'est aussi une question d'attitude. Est-ce que je dois seulement mettre mes compétences techniques en œuvre pour soulager la douleur de quelqu'un qui souffre, ou est-ce que je peux faire un peu plus? Parce que même si je respecte tous les protocoles, il arrive que des gens continuent à souffrir. Et alors, je suis tenté de penser, pour ne pas me sentir en échec, qu'elles y mettent de la mauvaise volonté, qu'elles font un peu exprès de ne pas recevoir mes soins. Qu'au fond, si elles continuent à souffrir, c'est sûrement un peu de leur faute, comme le catholicisme et, à sa suite, la psychanalyse freudienne et lacanienne veulent nous le faire croire. Mais je peux aussi me dire, comme le rappelait un de mes patrons de fac, que si je ne comprends pas ce qui se passe, ce n'est pas parce que le patient me trompe, c'est parce que je me trompe. Je me trompe. Et j'en viens à une autre expression que je n'ai vue nulle part dans le programme, mais qu'on a très probablement prononcée de très nombreuses fois dans les interventions et dans les couloirs, c'est l'expression « effet placebo ». Une de mes amies les plus proches, c'est une sœur pour moi, je vais retourner dormir chez eux la semaine prochaine, je les ai vus lundi soir ou mardi soir. Une de mes amies les plus proches a appris il y a quelques mois qu'elle souffre d'un cancer du pancréas. Elle est traitée par d'excellents médecins et elle a la chance de bien répondre au traitement, si bien qu'après sa chimio et sa radiothérapie, on a décidé de l'opérer parce que son cancer est très limité, qu'elle n'a pas de métastase. Elle suit tous les protocoles à la lettre,
Et quand d'ailleurs on lui dit « Ah ben non, votre séance ne va pas se faire aujourd'hui, mais peut-être repousser d'une semaine », elle proteste, elle veut sa séance, et elle l'obtient. Et quand elle a mal, elle prend du Skénan. Mais elle consulte aussi des praticiennes de médecine alternative, et en particulier une sophrologue et une magnétiseuse. Elle ne réfute pas la science, au contraire. Il se trouve que dans la famille, ils ont tous eu la Covid, et heureusement, personne n'a fait de forme grave. Donc, et ils ne sont pas contre le vaccin. Si elle n'avait pas eu la Covid, elle serait fait vacciner. Mais en plus de se faire traiter pour son cancer, elle cherche des soignantes qui lui font du bien. Ce que ces soignantes lui disent la distrait de son inquiétude et, vous le savez, bonifie l'effet de ces traitements. La morphine, c'est bien, mais la morphine plus un fort effet placebo, c'est encore mieux. Comment produit-on un fort effet placebo? Vous le savez, par l'attitude et par les paroles. Les paroles sont un outil puissant, elles peuvent faire beaucoup de mal, parce qu'il y a aussi un effet nocebo. Les chercheurs en sciences cognitives ont montré depuis une vingtaine d'années que les paroles négatives font mal et font mal de façon durable. Elles peuvent provoquer de la peur et des phobies, une anxiété chronique, des troubles sexuels, des crises de panique, des douleurs. Et je viens de lire un article qui est assez singulier parce que dans une famille, quand un parent humilie, harcèle son enfant avec des paroles négatives, les effets négatifs de ces paroles harcelantes persistent même si le parent change de comportement, même s'il se met, après une thérapie, à faire attention à ce qu'il dit. Et nous, les soignantes et les soignants, nous sommes dotés d'un formidable effet nocebo, spontané, auquel on ne fait pas attention. Et nous n'en prenons pas toujours la mesure. Vous connaissez tous l'effet blouse blanche. Vous savez que maintenant, la pression artérielle est beaucoup plus fiable quand elle est prise par automesure et non pas par une infirmière ou par un médecin. Vous savez aussi, est-ce que vous savez aussi que quand on fait une prise de sang, le niveau de douleur provoqué par la piqûre est modifié par les mots qu'on utilise au moment où on va piquer? Est-ce que vous savez sûrement qu'une injonction comme « détendez-vous », ça produit exactement l'effet inverse. Mais est-ce que vous saviez qu'annoncer une mauvaise nouvelle de manière neutre, objective, fait plus de mal, est ressentie comme plus douloureuse que de l'annoncer en tenant la main de la personne à qui on l'annonce. Je ne vous raconterai pas comment on a annoncé son cancer à mon ami Anne, c'est une horreur. Et ça se passe aujourd'hui en 2021. Notre effet nocebo, souvent involontaire, sensibilise les personnes à la douleur et accentue celle que nous leur infligeons ou qui vont subir par la suite par les traitements. Autrement dit, par la manière dont nous nous adressons aux personnes, sans rien faire, nous pouvons les sensibiliser ou au contraire ne pas les sensibiliser aux douleurs ultérieures. Avons-nous toujours conscience de notre effet nocebo? Sommes-nous toujours soucieuses et soucieux de rester fidèles au premier principe de l'éthique médicale? D'abord, ne pas nuire. Et c'est pas tout. L'effet nocebo fait aussi du mal aux professionnels. Souvent, nous employons des paroles hautaines, négatives, méprisantes et humiliantes, ou simplement un ton froid pour parler aux personnes soignées, parce qu'on nous les a infligées pendant notre formation. Le 3e jour de mes études de médecine, je me suis fait la réflexion suivante qui était « Comment peut-on enseigner à soigner à des gens qu'on maltraite ?» Je ne vous raconte pas la première année de médecine en 1973. Vous imaginez ça sans peine. D'ailleurs, c'est toujours comme ça. Reproduire les maltraitances que nous avons subies, ce n'est pas seulement mauvais pour les soignés, bien entendu, mais c'est aussi pour nous. Barricader notre empathie, ce que je disais tout à l'heure, ça abaisse notre propre seuil de sensibilité à la douleur. Le burn-out, il vient aussi de ça. Il vient aussi non seulement de la violence qui s'exerce sur les autres, mais de celle qui s'exerce sur nous à cause de la violence que, volontairement ou non, nous exerçons sur les autres. Si nous ne sommes ni sociopathes ni pervers, faire du mal et voir quelqu'un avoir mal, ça nous fait du mal.
D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes ici. Et l'inverse est vrai aussi. Nous sommes des primates. L'anthropologue et éthologue Frans de Waal, pratiquement tous ses livres ont été traduits en français, je vous les recommande vivement parce qu'ils font beaucoup de bien. Donc Frans de Waal, qui a beaucoup étudié les primates, a montré que, par exemple, que lorsqu'un chimpanzé réconforte un de ses congénères, parce qu'il a pris une tannée, les autres lui ont sauté dessus parce qu'il était en kikinant et lui ont foutu une rossée. Quand un chimpanzé réconforte un de ses congénères, ou lorsqu'il le groom, qu'il lui cherche les poux dans la tonsure, comme on dit, le taux de cortisol, le rythme cardiaque et la pression artérielle baissent pour tous les deux. Je me souviens d'une femme qui était rentrée dans mon cabinet un dimanche et qui faisait une attaque d'asthme carabinée. Elle m'a foutu la peur de ma vie. Elle ne voulait pas aller à l'hôpital. Donc je l'ai soignée sur place. C'était en 1985, je ne sais pas. On n'avait pas la ventoline facile à cette époque-là. Ce n'était pas aussi disponible. Et je lui ai donc fait ce qu'on faisait à l'époque, de la théophilie, puis j'ai attendu. Je suis resté avec elle, je lui ai tout. Et au début, j'avais le cœur qui battait très, très, très vite. À la fin, mon cœur battait beaucoup plus lentement parce qu'elle respirait plus lentement. Faire du bien, ça nous fait du bien. Et donc, à l'issue de ce congrès scientifique, je voulais donc éveiller, vos consciences sont éveillées, mais enfin, réveiller vos consciences qui sont peut-être un peu assoupies pendant le congrès, pour vous inviter modestement à ajouter à tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, et à élargir votre paradigme de soignante et de soignant. Face à une personne qui a mal, vous pensez immédiatement à soulager sa douleur, mais pensez aussi à ne pas lui nuire en ayant conscience des paroles, des effets de vos paroles et de leur effet nocebo. Et une fois que vous aurez fait ça aussi, pensez par exemple à leur sourire. Pensez à leur dire que vous êtes de leur côté. Ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme. Pensez à les rassurer même si la situation est grave. Pensez à leur tenir la main. Pensez à leur dire, vous n'avez qu'à vous la désinfecter avant de lui prendre, en ce moment, mais on peut leur tenir la main. Pensez à leur dire qu'elles ne sont ni coupables ni condamnables d'être dans cet état de souffrance. Pensez à leur apporter votre soutien face à toutes les adversités, même si cette adversité est représentée par d'autres professionnels de santé. Vous ne pouvez pas être des deux côtés. Il faut que vous choisissiez votre camp. Pensez à faire usage par la parole de votre propre effet placebo. Montrez-leur votre bienveillance, offrez-leur votre écoute, votre souci de leur confort, votre solidarité. Invitez-les par exemple à vous raconter un événement, un souvenir qui leur fait plaisir. Autrement dit, soyez votre propre soignante alternative. Parce que leur faire du bien, ça ne vous fera pas de mal, au contraire. Merci de votre attention.